Lorsque les troupes franquistes envahissent la Catalogne en janvier 1939 et prennent Barcelone le 26 janvier 1939, il y a un mouvement de panique très fort qui s'empare de tout le monde. La retirada est devenue le nom pour désigner l'exode des républicains espagnols en février 1939. La retirada veut dire la retraite en France. Toutes ces personnes, donc par dizaines de milliers, ne souhaitent pas rester dans une Catalogne qui est prise par les franquistes et ils craignent d'être tués. Ils s'en vont par tous les moyens possibles, hein, souvent à pied. Parfois, ils peuvent monter sur un camion ou un tracteur, ils emportent ce qu'ils peuvent, et ils vont vers la France. Tout le long des Pyrénées, il va y avoir du passage. Alors il y a des passages où les autorités sont là pour les réceptionner, pour les filtrer, pour faire le travail de police en quelque sorte, mais aussi il y a toute la partie sauvage. Et donc il y a des républicains qui sont passés un petit peu partout. La Vajol est un lieu très important de la retirada. Par ici sont passés le président de la République espagnole, Manuel Azaña. Il y avait aussi le président de la Généralité de Catalogne, puisque la Catalogne avait une certaine autonomie à l'époque, et comme maintenant d'ailleurs. Et le président c'était Luis Companys. Il y avait aussi le président du Pays Basque qui s'appelait José Antonio Aguirre et puis le président du Parlement espagnol, Martínez Barrio. Donc ces quatre personnalités sont passées par le col de Yi. Quand nous sommes arrivés, il y avait je ne sais pas combien de milliers de troupes et des réfugiés qui s'étaient amassés qui fuyaient les troupes phalangistes. Eh bien, ils sont venus à je ne sais pas combien d'avions, avec des avions Stuka, on appelait les Stuka allemands, qui non seulement mitraillaient, mais en même temps ils lançaient des sirènes, mitraille et bombes, et des sirènes en même temps c'était la terreur. Ces sirènes, on croyait que le ciel s'effondrait sur vous. Eh bien, c'est impensable. Il y a eu beaucoup de victimes. On est en février 1939 à ce moment-là. Il fait très froid. Ça veut dire une marche de plusieurs jours. Pas grand-chose à manger, pas grand-chose à boire. On est en plein hiver. Ces gens sont des personnes qui sont affaiblies, qui ont faim, qui sont malades. Il va y avoir énormément de morts. Antonio Machado, célèbre poète andalou, fuit l'arrivée au pouvoir de Franco et choisit de s'exiler en France. Épuisé, il passe la frontière par le Perthus pour s'arrêter à Collioure le 2 février 1939, où il meurt 20 jours plus tard. Son frère trouve dans une de ses poches un bout de papier sur lequel était écrit « Estos días azules y este sol de la infancia ». Ces jours bleus et ce soleil d'enfance qui est considéré comme son dernier vers. Le 28 janvier, la frontière ouvre parce qu'elle avait été fermée quelques jours auparavant. Il faut rappeler que c'était de 450 000 à 500 000 personnes qui sont passées du 28 janvier au 13 février. Les autorités ont été prises de court parce qu'ils ne s'attendaient jamais à une telle affluence. Le gouvernement républicain lui-même, quelques jours avant, demandait l'asile pour 150 000 personnes. La France laisse passer d'abord les civils, les femmes, les enfants, les personnes d'un certain âge, et puis quelques jours après, elle laisse passer les militaires. Les hommes qui étaient en âge de porter les armes étaient désarmés et conduits vers des camps que l'on va installer très rapidement, avec peu de moyens au départ. Et les femmes et les enfants et les personnes plus âgées sont conduits en train vers de très nombreux départements et sont dispersés dans toute la France. Nous avons traversé la frontière dans un train. Et ce train devait s'arrêter à La Nouvelle, où était mon père. Mais sur le quai de la gare, les gendarmes ont décrété que personne ne descendait du train. Et ce train a donc continué vers le nord. Et ça a duré longtemps, ça a duré un jour et une nuit.
Et périodiquement, à une gare, puis à une autre, on décrochait un wagon et les gens qui étaient dans ce wagon commençaient leur exil là. On va ouvrir dans cette zone toute une série de camps dans l'urgence. Pas encore Rivesaltes. Les premiers camps, quelques-uns donc dans la montagne parce que ce sont des Espagnols qui arrivent vers là, mais la plupart des Espagnols, ils arrivent par quasiment le bord de la mer, le Perthus. Et donc où est-ce qu'on les met? Sur la plage. Sur les plages. Mais qu'est-ce que c'est que ces camps au début? C'est sur une plage glaciale l'hiver, c'est la mer, et puis un rectangle qui est délimité par des barbelés avec des troupes, différents corps de troupes pour surveiller les internés, et puis il n'y a rien d'autre. Évidemment, c'est pas l'accueil qu'on attendait. Le début a été terrible. On était gardés par des Marocains, des Spies. Et vous savez, quand on est 80 000 dans un camp, eh bien, quand il y avait un problème quelconque à l'intérieur, des bagarres, ils rentraient à cheval, sabre dégainé, et ça, il ne fallait pas se trouver sur le passage. Parce que là, après, on ramassait les blessés. On rentrait avec les camions, et puis on jetait comme ça là, dans la foule les pains. Alors il y en avait qui en avaient beaucoup, d'autres en avaient moins, il y avait des bagarres. Il a fallu quand même créer une organisation. On était à Argelès d'abord, et puis 2 mois après, on a commencé à construire des baraquements à Saint-Cyprien et à Les Barcarès. Et quand il y en avait un défini, eh bien, on était transféré à ces baraquements. Le Barcarès, la première archive que l'on ait concernant ce camp-là, elle date de 1 semaine après l'ouverture du camp. C'est pour expliquer qu'enfin, on a réussi à faire entrer à l'intérieur du camp une citerne d'eau. La première citerne d'eau arrive à l'intérieur du camp de Barcarès 1 semaine après les internés. Mais c'est une citerne pour à peu près 80-85 000 internés. Alors comment ils font pour boire pendant 1 semaine? On creuse dans le sable, exactement. Et on va boire, alors c'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. Donc ils sont sur la plage, ils font des trous dans le sable, ils boivent l'eau qui a 3 ou 4 mètres de profondeur. Ça veut donc dire qu'avant d'envoyer de l'eau, on a mis des barbelés. C'est dans ces conditions-là que la République française accueille les réfugiés républicains espagnols. Aujourd'hui, on pense que sur tous ces camps des plages, peut-être 6 000 morts. Certains avancent le chiffre de 12 000. Il y a donc un certain nombre de gens qui sont partis de différents ports, Alicante, Murcie notamment, et qui sont partis vers l'Afrique du Nord. Là aussi, ils sont internés dans des camps. Depuis les camps français, il va y avoir 27-30 000 personnes qui vont partir vers le Mexique, quelques milliers en Amérique du Sud, quelques milliers aussi en Russie. Et à la fin de la guerre mondiale, il ne va rester en France que dans les 170 000 Espagnols qui vont donc vivre le restant de l'exil en France. Sagna est un homme brisé et désespéré à ce moment-là, hein, vraiment. Et qui va donc se retirer en Haute-Savoie, puis au Pilat, sur le bassin d'Arcachon. Et là, il sera obligé de fuir en juin 1940, parce que l'offensive allemande fait que la zone de Bordeaux devient une zone occupée. Et il va échouer, on peut le dire, à Montauban, un peu par le fait du hasard, où il va vivre ses derniers mois. Et c'est là qu'il va donc mourir le 3 novembre 1940, pour être enterré dans les jours suivants. D'une manière figurée, je pense que l'exil, c'est ça. C'est le moment à partir duquel on se sépare de sa famille, on se sépare de son village, on se sépare de ses amis, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le retrouver.
Et l'exil ne terminera que lorsque l'on bouclera le cercle et on reviendra au point de départ pour se retrouver tous ensemble.